Dans l'affaire, le procureur contre Alfred Yakatom et Patrice Edouard Ngaïsona, le procès s'est poursuivi du 24 au 27 octobre 2023 à la Cour pénale internationale à La Haye, aux Pays-Bas. Alfred Yakatom et Patrice Edouard Ngaïsona sont accusés des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis par les groupes armés anti-Balaka contre la population civile musulmane lors d'un conflit qui les opposait aux groupes armés Séléka en République centrafricaine en 2013 et 2014. Entre le 24 octobre et le 27 octobre 2023, la Chambre de premières instances 5, composée du juge-président Bertram Schmidt, du juge Peter Kovac et du juge Chang Ho-Chang, a entendu la déposition de témoins Catherine Samba-Panza, chef de l'État de la République centrafricaine au cours de la période de transition du 23 janvier 2014 au 30 mars 2016. Avant son mandat de président, elle était maire de Bangui de 2013 à 2014. Son témoignage a été par un lien vidéo depuis Bangui, en République centrafricaine, appelé par la Chambre instance 5. Les parties et les participants à l'affaire étaient présents: Maître Olivia Stuyven pour le compte du bureau de procureur, Maître Paulina Massida en tant que représentante légale des victimes, Maître Mélanie Dimitri pour la défense de M. Alfred Yakatom et Maître Alexandre Knoups en tant que conseil principal de la défense de M. Patrice Edouard Ngaïsona, qui était présent dans la salle d'audience. Madame Catherine Samba-Panza a été interrogée tout d'abord par le juge-président M. Bertram Schmidt sur son mandat de maire de Bangui, sa rencontre avec les anti-Balaka et sa gestion en tant que président, y compris le désarmement des groupes armés et sa déposition devant la Cour pénale internationale. Des vidéos et des documents ont été présentés aux témoins. Est-ce que vous vous souvenez d'une réunion avec des représentants des anti-Balaka dans le contexte de ce qu'on a appelé la ville morte? Bon, les anti-Balaka, monsieur le juge, organisaient constamment des barrages, des barrières, des villes mortes pour manifester leur mécontentement contre la gouvernance des autorités de la transition et surtout la non prise en compte des anti-Balaka. Ils réclamaient notamment le regroupement des anti-Balaka, leur reconnaissance de manière officielle en tant que mouvement patriote, leur prise en charge, leur cantonnement également, et on n'arrivait pas donc à satisfaire ces demandes-là. Et puis, ils estimaient qu'on faisait la part belle aux Séléka, qui étaient plus nombreux dans le gouvernement, qui étaient plus nombreux au niveau du Conseil national de transition. Donc, il y avait constamment des manifestations, constamment des villes mortes. Évidemment, je ne pouvais pas rester les bras croisés. Et quand il y avait ce genre d'activité qui perturbait un peu le pays et Bangui, ben je les appelais. Je les appelais pour discuter, je les appelais pour échanger, je les appelais pour essayer de voir quel type de solution on pouvait trouver ensemble. Et lorsque ces problèmes sont survenus, vous parliez avec qui? Avec qui avez-vous parlé? Ils étaient souvent très nombreux. Hein. Quand j'appelais les anti-Balaka, ils venaient nombreux, mais les interlocuteurs récurrents, c'était Patrice Ngaïsona, c'était Konaté, c'était Kamizoulaï, c'était... il y a un certain nombre. Namsio, Émotion, voilà. En tout cas, ils répondaient à mes appels. Lors du 10e jour de son témoignage, Madame Samba-Panza a été questionnée par Maître Olivia Stuyven, le premier substitut du procureur, le refus de donner des postes à M. Ngaïsona, aussi les crimes commis par Rambo ou M. Yakatom dans le sud de Bangui et les conditions difficiles des musulmans dans l'enclave, notamment leur restriction du mouvement.
Vous allez quand même donner quelques positions aux membres des anti-Balaka. Et pourtant, vous dites, vu que vous n'avez pas donné une position spécifique à Ngaï Sona, les problèmes vont commencer. Vous le dites 2 fois. Que voulez-vous dire par rapport à cela? Monsieur le juge, monsieur Ngaï Sona s'est senti frustré, s'est senti mis en dehors du processus de transition. Il me l'a fait savoir à plusieurs reprises et il n'a pas accepté cela. Il y a eu beaucoup d'anti-Balaka que j'ai essayé d'impliquer dans la gouvernance de la transition. Même M. Kokaté a été nommé à la primature comme conseiller du Premier ministre. On en a eu d'autres. Dans la liste que vous avez vue, il y a M. Fekere qui a été nommé comme conseiller à la présidence. Et il y en a d'autres qui ont été nommés, mais en fait, M. Ngaï Sona tenait à son poste, au poste qu'il a revendiqué, et comme il ne les a pas eus, ça a créé des problèmes. Et quand vous dites ça a créé des problèmes, est-ce que je peux comprendre que par la suite, il a en fait utilisé ou instrumentalisé les anti-Balaka pour créer des problèmes? D'abord, sur le plan relationnel avec moi, c'était difficile parce que bon, je n'ai pas accordé ce qu'il attendait. Et puis, officiellement, il n'avait pas de fonction, donc. Il n'était pas ministre, il n'était pas directeur général, ni de société d'État, ni de société d'économie mixte. Donc, il faut comprendre que cela l'a frustré. Donc, j'imagine que ça n'a pas été facile non plus pour la détente de l'atmosphère dans les relations des autorités de la transition avec le mouvement anti-Balaka. Ensuite, Maître Elisabeth Rabessandra Ratana, en tant que représentante légale des victimes, a discuté des tentatives de réunir les habitants de Boda et de réintégrer la communauté, ainsi que des questions liées à la récupération des mosquées dans la région. Est-ce que, par exemple, il y a eu des restitutions de biens? Est-ce que les familles ont pu retrouver leur maison, par exemple? À Boda, je ne peux pas vous répondre. Je ne sais pas, je ne peux pas vous répondre. Mais nous avions, comme vous le savez certainement, élaboré une stratégie de réconciliation nationale vers novembre 2014 et qui fait une place importante à la justice transitionnelle. Et dans le cadre de cette justice transitionnelle, le gouvernement a pris l'engagement de protéger les populations, de protéger les biens des populations, d'essayer de leur ramener ce qui leur a été pris. Donc il y a toute une dimension de cette justice transitionnelle qui existe. On a mis en place la commission vérité, justice, réparation et réconciliation également. Donc dans cette stratégie, nous avons recommandé qu'il y ait donc la Cour pénale spéciale pour connaître des faits et des actes criminels qui ne relèveraient pas de la Cour pénale internationale. Donc, dans cette stratégie de réconciliation, le gouvernement a pris un certain nombre d'engagements en direction des victimes et ça allait se faire progressivement. Donc, voilà ce que je peux vous dire. En fin de journée, ça a été le tour de Maître Dimitru Soproun, le représentant légal des anciens enfants soldats, à interroger le témoin sur la présence des enfants avec les groupes armés Seleka et Anti-Balaka et a évoqué des accords avec l'UNICEF concernant ces enfants lors de son mandat de président. Est-ce que vous aviez connaissance de la présence des enfants soldats dans le groupe Anti-Balaka? Monsieur le Président, la question qui m'avait été posée tout à l'heure me demandait si j'avais vu des enfants soldats dans les groupes armés. On m'a demandé si j'avais vu. J'ai dit que j'ai vu pour les ex-Seleka, je n'ai pas vu pour les anti-Balaka, vu. Mais je suis au courant de l'utilisation par les groupes armés des enfants soldats. J'ai travaillé avec l'UNICEF. Nous avons organisé la signature d'accords de désengagement
des enfants soldats des groupes armés dans le cadre des accords que nous avons eus au niveau national. Il y a eu un certain nombre d'enfants soldats qui ont été retirés par l'UNICEF et qui ont été remis aux organisations humanitaires pour s'occuper de ces enfants soldats-là. C'était une question différente qui m'avait été posée, mais les enfants soldats existaient bien. Nous avons même organisé en prélude au forum de réconciliation de Bangui, le forum de Bangui, un forum rien que pour les enfants et où la question des enfants soldats a été abordée. Donc, ma réponse était une réponse à une question directe si j'avais vu des enfants soldats. Mais maintenant, est-ce que je suis au courant de la situation des enfants soldats en République centrafricaine? Ça, oui. Et des choses ont été faites. Il y a eu des accords pour désengager, que les groupes armés ont signés pour se désengager de l'utilisation des enfants soldats. Et je pense que l'avocat, certainement, pense à cela. Le 26 octobre 2023, lors du contre-interrogatoire de la témoin par la défense, maître Marie-Hélène Proulx, représentant la défense de M. Ngaïsena, elle interroge Mme Catherine Saint-Papanza sur le rôle positif de M. Ngaïsena pour la paix. Alors, dans cet extrait, M. Ngaïsena décrit son rôle comme un rôle essentiellement politique. Il parle de représentation auprès des autorités nationales et internationales. Il parle de conscientisation pour le retour à la paix. Alors, est-ce que vous êtes d'accord, selon ce que vous en savez, que le rôle de M. Ngaïsena était essentiellement celui d'un politicien en 2014? En tout cas, je me réjouis d'une chose, c'est que lui-même, il déclare qu'il est coordonnateur. Ce que vous aviez l'air de contester tout à l'heure. Donc, je me réjouis que lui, au moins, il reconnaît qu'il est coordonnateur des Anti-Balaka. Maintenant, sa mission, il l'a décrit, c'est pleine de bonne volonté, de bonne intention. C'est tout à son honneur. Ce qu'il a dit, c'est tout à son honneur. C'est tout ce que je peux dire. Essentiellement politique, oui, ça fait partie d'autres rôles politiques et autres choses, certainement. Le 27 octobre 2023, Maître Mélanie Dimitri, représentant la défense de M. Alfred Diakatoum, procède à l'interrogatoire de la témoin. Cette dernière authentifie des séries et des vidéos sur les événements du 5 décembre 2013, notamment dans le quartier Catin et ses environs. Le contre-interrogatoire s'est principalement concentré sur les exactions des Séléka après l'attaque des Anti-Balaka et les représailles dans les quartiers kilomètre 5. Madame Samba-Panza, ma prochaine série de questions porte sur le 5 décembre et les informations que vous avez reçues. Encore une fois, ce qui m'intéresse et le sujet de mes prochaines questions porte uniquement sur les Séléka. Est-ce que j'aimerais vous faire confirmer des propos que vous avez tenus aux enquêteurs du bureau du procureur. Je vais vous lire un extrait. Vous dites les Séléka, quand ils sont arrivés, ils ont détruit les maisons environnantes au KM5, au kilomètre 5, là où il y avait des chrétiens, enfin les non-musulmans, là où les non-musulmans habitaient. Quand vous allez à Catin, vous traversez, il y a un champ de tir, toutes les maisons n'ont plus de toiture, rien du tout. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a rien. Donc, ils venaient avec des lance-flammes, les Séléka, venaient avec des lance-flammes et brûlaient les maisons, etc. et tout. Fin de la citation. Je vais simplement vous demander, Madame, de confirmer vos propos. Je confirme le propos dans le contexte suivant. À la suite de l'attaque du 5 décembre par les Anti-Balaka, il y a eu des représailles de la part des Séléka. Et ce que je décris là, c'est bien les représailles de la part des Séléka et également les attaques des Anti-Balaka. Donc, à la suite de cette confrontation, de cette attaque, beaucoup de quartiers ont été attaqués, des maisons brûlées, et il ne restait plus grand-chose. Le procès dans l'affaire Le Procureur contre Alfred Diakatoum et Patrice Edouard Ngaïsena s'est poursuivi le mardi 28 novembre 2023 avec la déclaration liminaire des conseils de la défense de M. Alfred Diakatoum.